Vous écoutez le Libre Journal de la Réaction, dirigé par Philippe Ménard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 15 mars 2022 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission, mais uniquement par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs, et ce soir je renoue avec quelque chose que nous faisions au début de cette émission. Je crois que ça fait bientôt 6 ans que je sévis sur Radio Courtoisie, avec des collaborateurs, des chroniqueurs, des amis fidèles, vous d'abord chers auditeurs, et je reçois aujourd'hui Marc Obregon pour une soirée qui va être entièrement consacrée à un roman de science-fiction que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, voilà, je vous inflige une fois de plus l'idée de passer 1h30 avec quelqu'un de brillant et d'intelligent. Je ne parlais pas de moi, mais je parlais de Marc. Marc Obregon, c'est vous l'audacieux qui, ce soir, dans ces sombres lieux, osez porter vos pas. Vous venez de signer un roman qui s'appelle L'Orbe, donc comme un cercle, et qui est vraiment original dans sa conception et dans le style que vous adoptez, et qui en même temps emprunte en fait à beaucoup de l'univers de la science-fiction en général. Voilà. On retrouve l'idée d'univers enchâssés les uns dans les autres, on retrouve l'idée d'une pandémie mondiale qui était en fait quelque chose qui existait déjà dans les romans de science-fiction avant que la Covid-19 et en tout cas l'exploitation qui en a été faite ne rende la fiction extrêmement réaliste. Vous utilisez aussi l'idée d'une dystopie, c'est-à-dire d'un avenir plutôt noir où et dans ce creuset-là, vous réexposez en fait l'intégralité de ce qu'ont été ces 2 ans de confinement. En tout cas, c'est mon interprétation, parce que vous parlez d'un monde où il y a une pandémie, vous parlez d'un monde où les gens sont confinés, et on verra comment est-ce que vous décrivez d'une façon horriblement drôle la chose. Comment est-ce que vous est venue, c'est une question hyper originale, l'idée d'écrire sur la pandémie? Est-ce que vous portiez ce roman en vous? Est-ce que la pandémie a infléchi votre écriture? Est-ce que c'est la pandémie elle-même qui a suscité chez vous l'envie de l'écrire? Bonsoir Philippe. Oui, très bonne question malgré tout. Pour la simple et bonne raison qu'en fait ce roman m'est venu presque en une journée, et je dirais même le premier jour du confinement, le premier confinement, le grand confinement comme on l'appelle désormais, qui est intervenu il y a 2 ans pendant la première vague de Covid. Et en fait je sortais justement de l'écriture d'un roman assez sombre, une sorte de polar, de livre noir très sombre, et je caressais depuis longtemps l'idée d'écrire un roman un peu plus comment dire, pas optimiste, mais en tout cas, voilà, porter peut-être sur l'amour ou sur des sujets qui soient un peu plus légers. Donc, et en fait, bizarrement, ce premier confinement m'est apparu comme le moment idéal. Finalement, c'était une sorte de parenthèse enchantée. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, comme beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression. Car subitement, la ville s'est mise à ralentir. Subitement, les oiseaux se sont mis à chanter. En plus, vous vous rappelez sûrement, c'était un beau printemps. C'était un printemps magnifique, d'ailleurs. Le printemps 2020 était joli comme tout. Et vraiment, ce confinement qui nous donnait enfin le loisir d'être oisif m'a vraiment permis d'imaginer cette histoire presque d'un bloc, presque d'un coup, où je me suis dit, voilà, j'avais enfin le prétexte idéal, le déclic pour faire enfin cette histoire que je caressais depuis longtemps, dont je caressais l'idée de la faire. En gros, une histoire d'amour fou sur plusieurs niveaux de réalité. Voilà. Et donc ce contexte de pandémie m'a donné un peu le déclic pour envisager cette histoire. Et donc je me souviens très bien que je marchais le long du périphérique presque vide, car j'habite à Montrouge, donc pas loin du périph'. Et le soleil brillait sur la chaussée, les oiseaux chantaient, et vraiment le plan entier m'est venu presque d'un coup. Et je suis rentré chez moi en précipitation pour ouvrir un cahier blanc et faire l'architecture du roman, en fait. Car comme vous l'avez dit, le roman se passe sur 3 niveaux de réalité, comme des niveaux gigognes de réalité. Et donc j'ai fait un plan très détaillé, en fait, des événements, des personnages, et je me suis mis directement à l'écriture, en fait, dans les jours qui ont suivi. Donc c'était vraiment une sorte d'épiphanie. Belle révélation, et en tout cas c'est très intéressant que vous commenciez par la structure, parce que évidemment quand on rentre dans le roman on ne peut comprendre qu'en arrivant à la fin qu'en fait il y a ces 3 niveaux de réalité, et peut-être même un 4e, et là on va quand même pas tout révéler, mais voilà, pour ceux qui l'ont vu, ça fait un peu penser à l'Armée des 12 singes entre autres, voilà, qui dans la manière qu'on a d'utiliser des traces du passé, de se demander
brusquement, comment se fait-il qu'on revive quelque chose ou qu'on ait l'impression d'avoir un document qui prouve que ce qu'on vient de voir a déjà été vécu longtemps auparavant. Quand on rentre dans le roman, on n'a pas du tout l'impression que c'est un printemps sympa et que les oiseaux chantent. Et, je me souviens que Frédéric Rouvillois passait sa vie, lui, à errer dans Paris avec son compte Instagram et il photographiait quasiment chaque rue en expliquant « c'est incroyable, j'entends les oiseaux ». Donc il était comme vous. Mais alors vous, quand on vous lit, par exemple, le vent soufflait sans discontinuer sur les carris de la ville, répandu comme une carcasse de canasson dans les plaines industrielles de Marne et de Visserges. Plus aucune fumée ne sortait désormais des hautes cheminées qui mordoraient au loin contre l'horizon, mais l'usine de traitement des eaux produisait encore un vrombissement sourd contre lequel s'appuyait le silence. Rien ne bougeait vraiment, c'était l'heure creuse, le farniente des zéphyrs. Seuls quelques chagris furtivaient ici et là entre les parcs endoloris et les cimetières où poussait le lichen des morts. Donc, genre, heureusement que vous étiez joyeux et gai quand vous avez ouvert votre cahier, parce que là ça se sent pas. Et effectivement, j'ai vite été rattrapé par mon côté, je dirais un peu, comment dire, disons que j'aime à décrire la ville et que la ville est un formidable gâteau d'atmosphère et d'influence. Et en fait, c'est aussi parti de là, c'est aussi parti du fait que, comme je l'ai déjà dit auparavant, en fait, cette pandémie a un peu fractalisé finalement le réel et donc tout à coup l'a rendu prismatique. Et d'un côté, la ville pouvait être magnifique et de l'autre, il suffisait de porter le regard ailleurs, par exemple sur un écran de télévision, et on voyait les hôpitaux qui étaient en panique, on voyait un morceau du réel qui était isolé et qui répondait, qui dialoguait avec notre propre réel privatisé, qui était plutôt positif. Donc voilà, donc il y avait ce réel fractalisé dès le départ, qui a servi également de base, de substrat à cette narration. Et évidemment, j'ai été rattrapé aussi par mon côté un peu peut-être cyberpunk, car malgré tout, mon influence principale, c'est aussi la littérature cyberpunk. On peut peut-être dire aux éditeurs ce que c'est un peu. Mais ça, vous devancez ma question. Voilà, Gersand Bessède a expliqué il y a 4 ans et demi ce qu'était le cyberpunk. On peut supposer, d'une part, que vous n'êtes pas exactement les mêmes à nous écouter, et d'autre part, que vous n'avez pas retenu la chose. C'est un peu moins grave que d'oublier le dogme de l'incarnation. Donc le cyberpunk. Pour résumer, le cyberpunk, c'est un peu la rencontre du roman noir avec du polar, avec les littérature de science-fiction. Donc ça a commencé à la fin des années 70, je dirais, avec des grands noms comme William Gibson, par exemple, qui est quasiment celui qui a inventé le mouvement, on peut dire. Et donc ce mouvement littéraire qui se revendiquait aussi pas mal de la poésie, finalement, hein, aussi du cut-up un peu de Burroughs et compagnie, en tout cas dans la forme littéraire, a très vite donné lieu à des spéculations autour de la réalité virtuelle, et notamment de la fameuse Matrice, qui a donné lieu après lieu au film que l'on sait. Voilà. Donc, le cyberpunk, en fait, nous explique qu'il y a bien sûr un univers réel, mais qu'il y a un univers virtuel, et que c'est un univers né dans les entrailles des machines informatiques, et que cet univers a ses lois, ses beautés, sa physique, sa géographie. Alors, on a 1h30, donc on va pouvoir s'étaler un peu. Même le film Tron, d'une certaine manière, était pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, c'est un film des années 80. Donc, premier film à avoir véritablement énormément d'images de synthèse et même le fait de repasser par rapport aux images en prise réelle. Enfin, je m'exprime horriblement mal. Il y a une partie du film est filmée avec des acteurs réels dans des décors réels, et ensuite on a ajouté une couche d'effets numériques sur l'ensemble de la pellicule, sans parler donc des vraies séquences animées, avec notamment les motos courant dans un univers en 3 dimensions et prenant des virages avec un 90 degrés impeccable et à toute allure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a l'idée là véritablement qui pour le coup, date d'avant les années 70, que la machine est vivante et qu'une fois qu'on a décidé d'animer ce golem qui est la machine virtuelle, elle se met à avoir sa vie propre et surtout, elle ne reste pas dans le virtuel, elle perfuse, elle infuse le réel. Et quand on vous lit, on voit bien que l'idée que, bien sûr, vous viviez dans cette bulle enchantée à Montrouge avec la cour ensoleillée, enfin on l'espère pour vous, les oiseaux qui chantent, et chaque fois que vous ouvriez la radio, que vous regardiez un écran de télévision, que vous regardiez votre écran d'ordinateur, on était assaillis d'images, au contraire, où on nous expliquait que c'était la guerre, la catastrophe, la peste, et qu'on allait tous mourir, et on avait, à travers les étranges lucarnes, une vision du monde absolument terrifiante, extrêmement homogène, extrêmement univoque, et où là, on avait véritablement l'impression que c'était le narratif, comme diraient les équipes de Macron, le narratif des médias qui était en train de
former le réel et qu'on n'avait pas le droit de voir ce qu'on regardait. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez vu la cour et les pigeons, et en fait, pas du tout. On vous expliquait qu'il fallait absolument que vous regardiez des choses atroces, comme celles que vous décrivez, avec cet amour de l'humanité qui est votre fond, visiblement. Aujourd'hui, face à la pandémie, les foules hirsutes, chaussées de claquettes et de douloureuses espadrilles de sport, se ruaient dans les grands magasins pour faire des provisions de papier hygiénique et de biscuits à la graisse de phoque. Autrefois, elles remplissaient les églises et priaient pour le salut du monde. Donc, comment est-ce que vous avez voulu traiter ces mondes virtuels dans votre roman ? Si vous voulez, pour moi, il faut savoir que je pense justement que la pandémie a été ce moment où l'Occident est revenu dans l'histoire. Parce que comme disait Philippe Muret, depuis 50 ans environ, on était un peu dans la post-histoire. Et là, l'Occident, avec cette pandémie qui était un peu finalement la grimace d'un monde globalisé, on est revenu dans l'histoire, mais par la petite porte, par la porte cochère, si vous voulez, par la porte des maladies, par la porte des habitudes, du quotidien enchiffrené. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, on s'est rendu compte que depuis longtemps, le monde technique et médiatique nous avait un peu privé finalement de l'expérience commune du réel. Et là, subitement, cette expérience commune du réel nous était rendue, mais sous une forme, on va dire, tératologique, grimaçante, celle de la pandémie. Donc en fait, dans cet aller-retour finalement de l'histoire, de l'Occident privé d'histoire, privé de réel commun, qui nous revient sous la forme d'une pandémie qui nous a imposé comme une sorte de narratif global, il y avait une sorte de perte de signal dans cet aller-retour, de perte de signal. Et cette perte de signal, c'est justement ce qu'on appelle la vérité en fait. C'est que qu'est-ce qu'on a perdu entre-temps ? Qu'est-ce qu'on a perdu entre le moment où on a perdu l'histoire et le moment où elle est revenue vers nous sous la forme d'une pandémie ? On a perdu la vérité. Et je pense que cette vérité, on peut l'opposer au réel, dans la mesure où le réel, finalement, c'est quoi ? C'est un consensus cognitif. Donc le réel, par définition, c'est une machine, quelque part. C'est une machine cognitive qui évolue avec l'homme, de concert avec l'homme, alors que la vérité, c'est la cause première, c'est Dieu. Et Dieu, en l'occurrence, continue à nous scruter, à scruter le monde à travers nous, avec son faisceau d'ondes, lorsque nous sommes uniquement des canaux. Et le problème, c'est que le réel, le monde machine, finalement, le consensus est devenu plus important. Il s'est métastasé, il s'est engrossé. Il est constamment grossi par les médias, par les techniques d'enregistrement qui créent de multiples contacts, des zones d'appréhension entre l'homme et la machine. Par conséquent, ce livre, c'est aussi un livre sur le combat entre ces deux mondes, entre la vérité et le réel, en fait, tout simplement. Et entre ces deux mondes, il y a de multiples mondes qui sont des versions dégénérées de la réalité ou de la vérité. Alors, ces versions dégénérées, c'est exactement ça, parce que donc on part d'un réel, d'ailleurs que vous décrivez avec une écriture, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 grands chapitres dans votre livre, et chaque chapitre a, si j'ose dire, le premier est vraiment hystérique, caricatural. On a l'impression d'être plongé dans une espèce de bizarre croisement entre San Antonio et Jérôme Bosch. C'est-à-dire il y a un nombre de personnages grotesques assez abondant. La vision de la ville est assez cauchemardesque, mais en même temps, les aventures qui leur arrivent sont à moitié pitoyables, à moitié truculentes. Bon, il y a un peu d'horreur, mais comme vous l'emballez avec une étrange poésie, on n'est pas non plus véritablement... Enfin, c'est pas Bardamu, quoi. Voilà, on voit bien que Céline est laissée de côté, quand bien même ce serait une inspiration possible pour ce qui est de décrire ces banlieues, parce que donc tout le roman se passe dans le 14e arrondissement, voilà, donc juste de l'autre côté du périph' par rapport à vous. Voilà. Et il y a donc l'idée d'un premier chapitre vraiment hystérique, un deuxième chapitre qui l'est un peu moins, et un troisième chapitre qui lui est décrit avec du coup beaucoup moins de mots rares, par exemple, une syntaxe beaucoup plus assagie, et malgré tout une ironie, puisque donc on nous raconte qu'il y a un journaliste scientifique qui rencontre une jeune femme qui est data scientist, autrement dit spécialiste des données pour une jeune pousse française qui s'intéresse entre autres aux ordinateurs quantiques. Donc on est véritablement dans la Startup Nation, comme dirait notre vénéré Prez, puisque donc il y a à un moment donné le Prez, P majuscule, R-E, accent grave, Z-E parle, et nous verrons comment qu'il cause. Et ça, c'est vraiment le niveau de réalité le plus plat. Et déjà, on sent à travers le travail d'écriture qui est le vôtre que, évidemment, vous montrez que cette espèce d'idylle entre deux jeunes urbains ayant des métiers sympathiques et acceptables par la gauche bien pensante, on est déjà un peu décollé de la vérité, de la réalité, de ce qu'est le vrai monde pour les gens qui sont caristes ou caissières. Et
Et peu à peu, donc à chaque fois, à chaque chapitre, donc on s'éloigne, il y a un simulacre et un simulacre de simulacre. Et évidemment, il y a cette idée que on ne pourra jamais faire aussi bien que le créateur et que chaque fois que la créature s'essaye à créer, elle est obligée de dégrader. Mais pourquoi est-ce que la créature ne peut pas retrouver l'élan du créateur ? C'est parce que qu'est-ce qui lui manque exactement ? C'est une très bonne question théologique s'il en est. Ce qui lui manque, je pense, peut-être, c'est justement, vous savez, je pense que souvent on se demande, c'est la grande question des mystiques, notamment de Duns Scotus, pas vraiment mythique, mais je me permets de vous poser la question parce que visiblement vous avez lu les mystiques rénans. Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais... Donc vous avez plongé dans Maître Eckhart et ses épigones. En fait, je pense que la grande question, finalement, c'est pourquoi je plutôt qu'un autre, quelque part. C'est pourquoi l'individu, quelque part. Parce que finalement, l'individu, c'est une sorte de trivialité dont on pourrait penser qu'elle est opposée finalement à l'absolu, à Dieu. Et en l'occurrence, pour paraphraser un peu Simone Weil, je pense que l'individu, justement, c'est le moyen pour Dieu finalement de rebondir, de faire rebondir son propre regard, sa propre contemplation. Et je pense que justement tout le travail du livre et tout le travail de la science-fiction de manière générale et d'élucider ce rapport qu'il y a entre l'individu en tant qu'être humain et l'individu en tant que créature divine. Voilà, parce qu'il y a vraiment deux choses qui se posent en lui, quoi. Quelque chose de chtonien presque dans l'homme, de chaotique, de païen, donc qui est, je dirais, ce substrat de boue, pour reprendre un peu gnostique, quoi, que l'homme était fait à partir de la boue. Et de l'autre côté, il y a cette étincelle divine qui nous fait également. Et donc, comment dialoguent les deux, si ce n'est à travers l'individu qui est justement qui a cette coquille qui a servi à enchasser ce mercure divin quelque part, quoi. Et je pense que, en fait, moi je pense que la science-fiction, on l'a un peu trop tôt cantonné à des rôles on va dire, de prospective. Je pense, pour moi, la science-fiction, c'est surtout quelque chose, ça aurait dû, en tout cas, moi, dans mes rêves les plus fous, ça aurait quasiment dû être la suite du surréalisme, finalement, quoi. Suite du surréalisme. Et d'ailleurs, je pense, j'ai le grand regret, c'est que le surréalisme n'ait pas fait plus de romans de science-fiction. Il y en a eu un peu, il y a peut-être le monologue de René Daumal, peut-être, on peut dire que ça en est un. Peut-être Locus Solus de Raymond Roussel, qui était un peu surréaliste, mais qui était déjà un peu de la SF. Peut-être L'écume des jours de Boris Vian, on peut dire que c'est de la SF quelque part. Et mon regret, c'est ça, je pense vraiment que moi, la SF que j'aime, c'est justement un style qui éclaire le réel pour le poétiser, en fait. Voilà, c'est une littérature finalement expérimentale, en fait. C'est ça que je cherche dans la SF, et non pas ce côté un peu anglo-saxon de la SF moderne, qui est en gros d'inventer des mondes fiables, des mondes crédibles, pour les faire vivre à l'aune d'une découverte scientifique ou à l'aune d'un renouveau métaphysique ou quel qu'il soit. Moi, je pense que la SF, enfin celle que j'aime lire, en tout cas celle que j'ai envie de faire, ce serait une SF, si je puis dire, transgenre, qui éclaire ce réel et qui éclaire ce rapport entre ces deux fibres de l'homme qui s'opposent constamment. Et ça, pour le coup, c'est une science-fiction vraiment française. Vidé de l'Isle-Adam, avec quand il imagine sa femme mécanique, là aussi, est moins en train d'essayer d'explorer le futur et d'inventer la cybernétique que de dire quelque chose sur les rapports humains à son époque. Tout à fait, oui. Il y a eu aussi une école de SF un peu poétique surréaliste dans les années 70, dont vient d'ailleurs Volodine, l'écrivain qui maintenant est connu pour sa littérature blanche. C'était toute l'école Présence du futur avec Emmanuel Joanne, Jacques Berbéry, tout ça. Donc il y a vraiment une école, je dirais, qui a fait le lien un peu entre le surréalisme et la science-fiction moderne. Et donc c'est un peu cette école-là que j'ai voulu retrouver aussi à travers ce roman. On sent que dans votre roman, pour les amateurs, il y a 1000 détails. On se dit, mon Dieu, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez très volontairement truffé d'allusions votre roman ? Alors, on n'a pas besoin de connaître la science-fiction ni la littérature. L'un des personnages s'appelle Daumal, donc évidemment c'est compliqué de ne pas songer au Daumal que vous venez de citer, René Daumal, le poète. Et il y a comme ça d'autres choses éparpillées. Est-ce que un amateur de science-fiction va comprendre tous les clins d'yeux, tous les petits œufs de Pâques que vous avez dispersés, comme dans un jeu vidéo où le joueur habile est capable de débloquer brusquement quelque chose et il en reçoit une surprise, et est-ce que c'est véritablement nécessaire, ou on peut passer largement à côté sans que ce soit préjudiciable ?
Écoutez, comme vous dites, il y a plein d'autres packs effectivement que j'ai disséminés pour mon plaisir d'abord. C'était un roman très ludique. J'ai vraiment écrit de façon très ludique, assez légère finalement, assez rapidement également. Donc il y a vraiment ce côté un peu cette urgence à placer plein de petits indices. Donc il y en a que je pense que seul moi peut détecter, mais il y en a plein qui sont effectivement accessibles, et pas forcément des amateurs de SF, mais aussi à des gens qui sont tout simplement intéressés par la philosophie, par l'art, par la théologie. Voilà. Voilà. Si vous êtes tout simplement intéressé par la philosophie, l'art et la théologie, donc n'hésitez pas à lire L'Orbe de Marc Obregon aux éditions du Verbe Haut, voilà, qui est paru fin 2021, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui. Voilà, et que je ne vous livre hélas qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais qui est un moment extrêmement agréable. On va revenir un petit peu au contenu du livre, donc il y a un Tristan, et donc on suit les aventures de Tristan, et donc ces 3 chapitres qui sont 3 versions de la réalité nous font revenir systématiquement avec le même personnage, mais qui en fait change complètement. Il ne change pas de prénom. Et d'ailleurs, c'est l'un des plaisirs de la lecture, de se rendre compte que c'est le même personnage, mais que tout ce qu'on croyait avoir appris se révèle complètement faux. En tout cas, pour ce qui est des attributs les plus physiques et les plus immédiats, et pour ce qui est de vraiment des accidents historiques qu'on raconte. Là, dans un cas, il est photographe de guerre, il a été blessé en Syrie. Dans le deuxième cas, il s'agit totalement autre chose. Dans le troisième cas, il est journaliste scientifique. Il n'y a pas plus de Syrie que de beurre en broche. Mais il y a à chaque fois l'idée que on va, puisqu'on est dans le simulacre, puisqu'on est à l'intérieur de la machine, une machine qui est en train de rêver, on va rêver, si j'ose dire, la manière dont la société se rêve elle-même. Et là, il y a un passage sur les fermes verticales que j'ai trouvé véritablement ironique. Donc, ces fermes verticales dont on est en train de nous expliquer, Macronus Dixit, à quel point elles sont admirables, puisque donc on va éviter de continuer à artificialiser les sols, et on va tous se retrouver avec des fermes hydroponiques de 50 étages où les laitues et les tomates pousseront dans des solutions aqueuses, et ça nous permettra de nourrir tout en dispersant un peu de marc de café bio au pied des dites tomates pour qu'elles poussent bien. Grosse parenthèse, et vous me pardonnerez Marc, voilà, il est évident que le bilan énergétique de ces fermes verticales est en fait une pure catastrophe, et donc que ce qu'on nous présente comme une solution écologique, et comme les 3 quarts des solutions écologiques mises en place par les architectes de la Startup Nation, c'est une catastrophe énergétique, et donc c'est une catastrophe écologique. Bref, les fermes verticales bourdonnaient ici et là, industrieuses et inconscientes de la paralysie qui régnait à leurs pieds. Les intelligences synthétiques qui procédaient à leur fonctionnement quotidien n'avaient que peu d'intérêt pour les manifestations humaines, pour leurs infections virologiques, pour leurs atermoiements socio-économiques. Dans le silence ouaté des dômes de contention et des serres, elles faisaient glisser inlassablement leurs drones et ajuster au degré près la température, l'humidité et la teneur en oxygène des plantations. Elles étaient programmées sur un modèle de sages agriculteurs rompus aux intempéries et à l'exercice quotidien du relativisme. Un peu plus loin, au sud, le quartier des affaires retenait sa respiration. Les vastes ensembles dédiés au culte mammonique, les hôtels du nombre et de la stochastique aveugle étaient cadenassés en attente des jours meilleurs, privés de leurs périphériques humanoïdes. Et là, il y a véritablement l'idée que les humains sont devenus, dans ce monde extrêmement numérisé, sont devenus presque une pollution, une inutilité, que les ingénieurs de Google, d'Apple, de Microsoft et de Facebook ont réussi à imaginer un monde où en fait on n'est plus tellement nécessaire. Oui, bien sûr, c'est un monde dans lequel nous sommes devenus des périphériques, en fait, des périphériques de nos ordinateurs, en fait. À partir du moment où l'ordinateur s'est invité dans les cercles familiaux, à partir des années 70, ce qu'on appelait le personal computer, le PC, il y a eu déjà ce retournement finalement de la technologie, on va dire presque guerrière, martiale. Il ne faut jamais oublier que Internet, ça vient d'ARPANET, qui était à la base un programme de l'armée américaine. À partir du moment où ces programmes ont été invités dans nos foyers, dans nos cercles domestiques, qui sont après devenus domotiques, il y a eu ce retournement finalement de la science qui est rentré chez nous pour en fait infuser nos mondes en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le voir si on prend le métro ou si on prend le bus, on voit tous ces gens qui se contentent de faire scroller fiévreusement leurs écrans sans rien faire d'autre pour voir des espèces de contenus qui durent parfois 2 ou 3 secondes, sur lesquels on voit des chatons qui jouent, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On voit que finalement, on est dans une sorte de consommation passive, atone. Et là, vraiment, on est vraiment dépendant de notre portable, ça c'est un secret de polichinelle, mais là, c'est plus que ça. C'est qu'on est vraiment devenus nous-mêmes des périphériques qui relaient en fait
les smartphones entre eux finalement. On fait partie d'un immense réseau et finalement on est plutôt des individus que des espèces de canaux qui relaient ce monde virtuel perpétuellement. Alors, et Violette, qui est l'amoureuse de Tristan, est malgré tout du côté obscur de la force, puisque vous nous dites, et donc là c'est à la fin du roman, on décrit donc la Violette la plus réelle possible. Au fond de lui, donc Tristan, sentait que Violette avait fait son choix, qu'elle était désormais du côté des instructeurs du monde, de ces instances occultes et froides qui tissaient la trame des choses. Norne fileuse de destin dont les chevaux cruels s'entremêlaient aux racines de l'arbre de vie. La crise avait été évitée, mais à quel prix ? L'Europe n'était plus qu'une charogne au chevet de laquelle venaient s'abreuver les loups, les entités supranationales, les officines et les carbonarismes fluents. La France était sauvée, mais on l'avait au passage démantelée. On avait détaillé ses institutions en lots qu'on avait vendus au plus offrant. Bientôt, même l'Élysée serait la propriété des banques et des corporations, si ce n'était pas déjà le cas. Et donc là, il y a véritablement l'idée que, en fait, la technostructure est tellement mondialisée, tellement numérisée, tellement financiarisée, qu'elle appartient pas du tout à la société dans laquelle nous vivons, mais qu'elle appartient à une espèce de méta-société. Oui, bien sûr. Je pense que ça a été même le cas depuis, on va dire, le 19e siècle, en fait. Justement, pour reprendre ce que disait Philippe Meuret, c'est vraiment l'avènement du siècle où finalement l'obscurantisme rejoint le scientisme, qui est d'ailleurs un obscurantisme également. Si vous voulez, c'est le siècle où en fait on a ces deux tendances qui viennent de la mort de Dieu, qui sont en gros l'ésotérisme et la science, qui en fait viennent collisionner ensemble pour produire le monde dans lequel on vit désormais. Il faut savoir que tous les États modernes sont le fruit ésotérique de cette science du capital, de la technostructure, comme vous dites, quoi. Et donc je pense depuis au moins 2 siècles, on vit dans ce monde qui est un monde en fait basé sur un complot. Là pour le coup, c'est vraiment... Mais un complot à ciel ouvert, comme dirait Maurras, où on nous dit que la science doit briser toutes les anciennes structures pour faire advenir un monde merveilleux et dont l'horizon recule sans cesse, puisque donc, visiblement il y a 2 ou 3 problèmes scientifiques en cours de route. La bombe atomique, la pollution industrielle, l'empoisonnement à cause d'une nourriture gorgée de substances néfastes, le plastique dans la flotte, etc. On va méditer ces fortes paroles, peut-être en écoutant un extrait d'une des 3 musiques que vous avez choisies. Oui, j'ai choisi une très belle musique de Zbigniew Preissner, qui est le compositeur de La W de Véronique, très beau film de Kieslowski. Et c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée en écrivant le livre. Et c'est un film qui en plus répond beaucoup au livre, dans la mesure où c'est un film justement sur une femme qui vit 2 vies à la fois, en fait, quelque part.
magnifique musique donc de La double vie de Véronique, de ce cinéaste polonais trop tôt disparu. Marc Obregon, vous êtes écrivain, vous êtes rédacteur au magazine L'Incorrect, et d'ailleurs vous écrivez des chroniques de cinéma où vous connaissez bien le monde de la science-fiction, vous appréciez le cinéma de science-fiction. Je crois que vous venez de consacrer un article à Douglas Trumbull qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, ça paraîtrait un peu idiot, mais en tout cas ça pourrait paraître déplacé. Il faut que les auditeurs comprennent que Douglas Trumbull ou Trumbull, je n'ai jamais su comment on disait, est l'un des inventeurs d'effets spéciaux remarquables sur des films remarquables comme 2001 Odyssée de l'espace. Autrement dit, il fait partie de ces gens qui rendent le virtuel extrêmement réel à l'écran, d'une part, et d'autre part, il a aussi travaillé des modes en fait de projection en explorant par exemple qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on projette non pas 24 images par seconde mais 60 images par seconde. Donc autrement dit, il fait vraiment partie de ces gens qui sont à la lisière justement des manipulateurs du monde et qui sont en train de faire en sorte que la technique nous apporte l'illusion la plus satisfaisante, la plus crédible. Et donc Trumbull est à côté de ça, il a une œuvre de cinéaste lui-même, avec des films d'ailleurs plus expérimentaux que réussis et plus intéressants par les concepts qu'il manie que par la qualité du scénario. La réalisation est honnête, mais le scénario est toujours un peu boiteux, si je peux me permettre. Mais est-ce que ça faisait partie, là aussi, des références que vous aviez en tête quand vous écriviez ou pas vraiment? Quels étaient les films auxquels vous avez songé? Donc vous écoutiez la musique de La double vie de Véronique, mais sinon... Alors, étrangement, moi qui suis effectivement plutôt cinéphile et plutôt amateur de films de science-fiction, j'ai eu assez peu de films de SF en tête quand j'ai écrit le livre. Par contre, j'avais beaucoup en tête en fait, des auteurs de bande dessinée, notamment Bilal, qui est une influence vraiment du roman, notamment pour la première partie. Tout ce qui se passe en série est vraiment un hommage à Bilal, notamment à l'album La Femme Piège, qui pour moi est un album, peut-être un des plus grands albums de la bande dessinée française des années 80, et donc qui est une sorte de science-fiction très ancrée dans le réel, une sorte de cyberpunk parisien assez étrange, qui reste maintenant encore aujourd'hui très très actuel, je trouve. Et Bilal, donc, qui est né en Europe de l'Est et qui recyclait dans ses pages tout cet imaginaire, si j'ose dire, alors qu'en fait c'était sans doute ses souvenirs d'une Yougoslavie ravagée, communiste, avec des bétons lépreux et des ciments en train de s'effondrer. Et il y a dans votre roman des passages qui sont vraiment très drôles, parce que c'est le moment d'ailleurs qui fait, vous citiez Boris Vian tout à l'heure, ça fait partie des moments auxquels on songe, puisque donc dans le premier chapitre, Tristan, sortant de la guerre en Syrie, se retrouve à être embauché par l'Orbe, qui est une espèce de gigantesque société largement transnationale et même mondiale, et avec un peu de chance, elle est déjà sur Mars alors que nous n'y sommes pas encore. Et il doit entraîner une intelligence artificielle qui s'appelle Malkuth. Voilà, donc j'ai supposé là aussi qu'il y avait un gag, mais que vous nous expliquerez peut-être si jamais il y en a un gag, une référence. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que donc pour entraîner cette intelligence artificielle, il doit répondre à des questions et il doit expliquer à l'intelligence artificielle si, dans la question qui est posée, il y a quelque chose de drôle, quelque chose de vrai. Et là, vous vous lancez quasiment en écriture automatique. Et là, c'est véritablement très drôle. Parce que donc, il est en face de son écran, il y a des mots qui apparaissent et il est censé cliquer. Déclamation hystérique formatée. Damasquinage pour coutelet en cuivre. Prosopopée, signification inversée. Carburateur en forme de vaisselier pour colmater les trous noirs. Arbre à tréteaux, fétichisme des olives noires, cratère évolutif, recherche club lecture vaudois, fièvre colorectale ascendante, carabine à air déprimé, noyer sa déclaration d'impôt dans les toilettes, passe au double pour Léviathan arthritique, biopic de loup-garou mécanique, propager incendie dans les cockpits de long courrier, mouvement interstitiel de la troisième colonne, captation vidéo de paupières de chiot, idéaliser mon alter ego sous JavaScript, tailleur pour femme aveugle, champ martial des banquises, fiction pour récolte de pousses de soja, quartier à oiseaux de Téhéran. Et enfin, Maurras et le jeu vidéo que j'ai particulièrement apprécié. Et ça vous est venu d'où, cette espèce de brusque logorée? Il y a deux passages, et franchement, c'est deux moments de bonheur. Là, on a presque l'impression dans
ces exercices d'écriture, de génération de texte automatique qui étaient vraiment totalement années 70-80 quand les écrivains expérimentaux sont tombés sur les possibilités de la programmation littéraire. Alors oui, il y a un peu de ça, évidemment. Il y a tout simplement une envie de s'amuser avec les mots. Et parce que finalement, la SF, pour moi, c'est quoi? C'est une juxtaposition fatale d'éléments qui n'ont rien à faire ensemble. Mais sachez que en fait, ce métier existe réellement. Actuellement, il y a des gens qu'on appelle des travailleurs du clic, qui sont payés quelques deniers pour en fait faire travailler des algorithmes à reconnaître en fait des mots ou des concepts ou des images. Et donc en fait, ce boulot existe, faut le savoir. Incroyable. Voilà. Donc il y a des gens qui passent leur vie à lire des trucs complètement aberrants. Alors, évidemment, c'est pas aussi aberrant et aussi poétique que ça, mais malgré tout, oui, il y a des gens qui sont payés pour faire des comparaisons à des programmes. Voilà. Ouais, parce que c'est voilà, page 73, pénibilité de la fonction. En plus, il y a vraiment beaucoup d'ironie à chaque fois. Parce que, donc, on enchaîne n'importe quoi, mais malgré tout, on sent à chaque fois qu'il y a un minuscule message. Pénibilité de la fonction autoritaire, aggravation cyclique des modèles d'appétition, boulimie liée au visionnage de films avec Liz Taylor, connaissance des schémas relatifs à l'architecture des parkings flottants, nombre de décès causés par l'ingestion de nénuphars géants, évacuation des crèches neptuniennes, prolongation de l'épiderme en dehors de la peau, baseball et parousie, tricycle autoguidé par impulsion corticale, 50 façons d'acconommer la sèche par L. Ron Hubbard. Et donc L. Ron Hubbard, c'est le patron de Travolta et de Tom Cruise, donc c'est le fondateur de l'église de Scientologie. Là aussi, c'est une science-fiction complètement datée et pas forcément excellente. Bien sûr, alors, mais ce qui est marrant, c'est que Ron Hubbard, c'est quelqu'un qui est passionnant parce que malgré tout, donc c'était un type qui a eu plein de métiers, qui est explorateur, qui était presque une sorte d'aventurier à l'époque, hein, il y en avait encore, et qui effectivement a trouvé cette espèce qui a fondé cette secte, mais quasiment comme une sorte de moyen, je dirais très moderne, un peu à la licorne, finalement, ce qu'on appelle désormais les licornes, vous savez, c'est les entreprises françaises, etc. En fait, il a fondé une secte pour avoir de l'argent, tout simplement, quoi. Donc c'est vraiment ce côté très américain, très entrepreneur. Il se trouve que ça a marché, mais à la base, je pense qu'il comptait plus sur ses romans de SF pour devenir riche, en fait. Il avait lancé un grand cycle galactique qui s'appelle, je crois, Terre, Champ de Bataille, qui effectivement est très daté. En revanche, avec une adaptation absolument immonde par John Travolta. En revanche, il faut savoir qu'il a écrit un livre cauchemardesque qui s'appelle Fear, qui porte très bien son nom, qui était traduit en français par Au bout du cauchemar, et qui est une sorte d'hommage à Lovecraft, très court, de 150 pages, qui décrit l'histoire presque ionesquienne d'un type qui perd son chapeau, et avec lui 3 heures de sa vie. Et donc il va essayer de retrouver son chapeau et ses 3 heures perdues. Il va sombrer en enfer pour ça, en fait. Voilà. Donc c'est un livre de Ron Hubbard qui est vraiment un petit bijou. Un petit bijou. Qu'il a écrit de sa jeunesse, bien avant de sombrer dans les travers que l'on sait. Bon. Il y a quelques descriptions horrifiques que pour le coup je ne lirai pas, mais voilà, donc il faut prévenir les auditeurs. Donc c'est un très bon roman de science-fiction. On a pu comprendre en écoutant Marc Obregon, qu'il est capable de travailler du chapeau et du stylo, mais voilà, il y a de temps en temps une espèce d'hommage justement à Lovecraft ou à Ron Hubbard à travers des descriptions assez horrifiques. Elles sont rarissimes, mais en tout cas on s'en souvient une fois qu'on est passé dessus. Voilà, c'est moins drôle que les espèces de litanies aberrantes que j'ai lues, et en revanche c'est véritablement frappant. Et à un moment donné, une intelligence artificielle, qui est l'intelligence qui s'appelle Plaute, et qui est le compagnon, qui est comme une espèce de petit robot vocal. D'Alexa. C'est ça, donc comme Alexa de Google, ou comment s'appelle Siri dans les téléphones d'Apple. Elle dit au héros, Tristan, que ce qu'on lui raconte, cette histoire de pouvoir psy généré par le virus m'a tout l'air sorti d'un roman d'un mauvais Philippe K. Dick. Connais-tu Philippe K. Dick, Tristan? Non. Alors, Philippe K. Dick, c'est un auteur, là aussi, de science-fiction américain, qui n'écrit pas très bien, mais dont les concepts sont absolument fascinants. Et donc, dites-nous votre pensée profonde sur K. Dick. Vous avez d'ailleurs le droit de m'insulter pour avoir dit qu'il écrivait mal. Alors oui, en l'occurrence, c'est une question. Le style de Dick, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui a été posée par beaucoup de gens, par beaucoup d'écrivains, par beaucoup d'exégètes. Moi, je trouve qu'il écrit plutôt bien, mais j'ai pensé comme vous à une époque, je trouvais qu'il avait finalement peu de vocabulaire, qu'il était des phrases un peu heurtées. Et en fait, quand on le relit,
on se rend compte que tout ça est quand même très travaillé, qu'il y a quand même c'est un débat qu'on va pas avoir maintenant, ça prendra trop de temps. En tout cas, pour moi, Dick, c'est évidemment une de mes grosses références. Je dirais, c'est même bien plus. En fait, Dick fait partie de mon panthéon personnel, je dirais, avec quelques autres comme, je sais pas, Plotin, Simone Veil ou Léon Bloy, bien sûr. Mais voilà, pour moi, Dick, c'est vraiment quelqu'un d'important. J'ai même du mal, je dirais, à en parler parce qu'en fait, il est presque le lire, ça me met aux larmes, en fait. Parce que, certes, Dick a inventé des concepts incroyables, certes, Dick a révolutionné la science-fiction, certes, Dick a quasiment prophétisé le monde dans lequel on est maintenant, mais en plus, quand on lit Dick, c'est un des rares écrivains, on a l'impression vraiment de lire son âme, de la voir en face de nous, de le voir pleurer. Il y a quelque chose vraiment chez Dick de très proximité que je trouve incroyable et que je n'ai vu chez quasiment nulle part ailleurs, sauf peut-être chez Bois d'ailleurs. Alors, Philippe Cadic, donc moi qui suis moins disciple c'est par exemple celui qui a écrit une nouvelle dont on a tiré Blade Runner, une autre nouvelle dont on a tiré Silent Running, non, pas Silent Running. Minority Report, notamment. Ouais, voilà, Minority Report. Silent Running, c'était un film de Douglas Trumbull, ça m'apprendra, tiens. Et il a surtout cette idée que en fait, ce qu'on voit n'existe pas. Et que la réalité est totalement différente et que en fait on vit en permanence dans une espèce de mensonge qui nous est réservé à nous seuls pour on ne sait quel péché qu'on aurait commis ou damnation dont on serait l'objet, ou c'est l'ensemble du monde qui est comme ça en fait de l'autre côté du miroir, et de temps en temps les héros réussissent à franchir le mur de la réalité et ils arrivent dans le vrai monde qui d'ailleurs n'est pas forcément beaucoup plus aimable. Et ça, c'est véritablement l'une des thématiques du livre. Là, évidemment, on passe, et le lecteur avec le héros passe de chapitre en chapitre vers une version de plus en plus probable de la réalité, une réalité de plus en plus réaliste, si j'ose dire, dans la manière dont vous la décrivez. Puisque quand on commence, dès les premières pages, on se rend compte quand même qu'on est dans un monde vraiment étrange, et notamment c'est le moment où le héros est en train sans doute de vivre une attaque au gaz de combat en Syrie. La porte était désormais ouverte à moitié et c'est un cheval tout entier d'une belle robe alezane qui y passait la tête. Dans ses yeux noirs et paisibles, 2 fragments globulaires dessertis du cosmos, on pouvait voir l'écho miragé du salon devenu rotonde et la figure pâle de Tristan figée dans la sidération. Le cheval feu trotta jusqu'au salon, tête baissée comme en signe de révérence. Il était suivi par d'autres oiseaux de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ici une aigrette à la houppe crantée, là une buse profilée en couteau de chasse, aux yeux comme des sarments d'or, ou encore cette petite ménate qui tournait comme une feuille morte dans une valse indocile. Ce fut le début d'une lente et longue procession d'animaux, un cortège de pelisses enflammées par l'oblique des persiennes, une traîne de plumes, de cornes et de houppelandes, des pattes griffues qui épargnèrent miraculeusement le parquet, et, dans la semi-pénombre, ces grappes d'yeux placides et rêveurs, comme recelant une liqueur ignée, comme habités par la divinité en sommeil. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est des choses qui vous viennent à l'esprit, vous les travaillez, vous vous dites, tiens, il faut absolument que mon héros voit passer une théorie d'animaux fantastiques dans son salon, ou c'est l'image qui s'impose à vous ? Alors ça, je vais vous dire tout simplement, je vais vous l'avouer, c'est un rêve que j'ai fait. Vous savez, dans la vie... c'est trop simple, si vous faites des rêves géniaux et qu'en plus vous vous en souvenez... Géniaux. Dans la vie, pour moi, je dirais qu'il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves du quotidien, où on rêve de, tout bêtement, de la journée qu'on a passée la veille, etc. Il y a les rêves, on va dire, symboliques, qui nous apprennent des choses sur nous, éventuellement sur le réel. Et il y a les rêves épiphaniques. Je pense qu'ils sont peut-être 2 ou 3 dans la vie, peut-être. Et celui-là, en faisait partie. J'ai rêvé d'une procession d'animaux qui venaient me voir pour remercier l'humanité du traitement qu'on leur a infligé, et donc je voyais en eux en fait une forme christique en fait, quoi. Et je pense que l'animal est très important pour questionner l'humanité, et notamment, et c'est pour ça que je trouve que la SF devrait plus en parler, car finalement la SF est bornée par cette question constamment, et donc dans mon roman, dans l'Orbe, il y a ces 2 bornes, d'un côté l'animal et de l'autre la machine, et entre les deux il y a l'homme, et donc voilà, je pense que c'est intéressant de se servir de l'animal, du rapport qu'on a à l'animal, parce qu'aujourd'hui on est en plein dedans avec l'antispécisme, etc., qui pour moi est évidemment une aberration, car aujourd'hui on veut à tout prix déhiérarchiser. En l'occurrence, la hiérarchie procède d'un ordre cosmique, et l'ordre cosmique nous apprend à être des humains. Et donc si on traite les animaux comme des égaux, on n'est plus des êtres humains par définition. On n'est plus dans l'ordre cosmique. On est dans quelque chose, dans cet égalitarisme post-cosmique, si je puis dire, qui amène la fin du monde en fait. Alors,
on est en train de croire des choses fausses et donc on est en train de bâtir une fausse image du monde. Et là aussi, donc, non seulement ces philosophies, enfin en tout cas ces idéologies comme le spécisme et l'antispécisme sont en train donc, de nous brouiller le cerveau et de nous empêcher de comprendre qu'il y a véritablement un ordre et que le sidéral est plus loin que le terrestre et que le minéral est moins animé que le végétal, qui est moins animé que l'animal, qui est moins intelligent que l'humain. Et on se retrouve donc toujours avec cette idée d'avoir entre nous et la réalité les écrans, soit les écrans numériques, soit les écrans des fausses sciences, des fausses religions, des fausses idées. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le 2e chapitre, quelqu'un va expliquer à l'héroïne que justement, il faut être ailleurs. Donc là, c'est un moment extrêmement dickien. « Je ne comprends rien », dit la jeune femme. Et l'autre lui répond « C'est normal, vous n'avez pas à comprendre, il suffit de croire. Ce monde n'est pas le bon. En croyant, nous le changeons, même si c'est infime. Cela commence par un détail, une molécule d'air. Cela commence toujours par un détail. Ne comprenez pas, croyez. Croyez au porteur. Lisez-lui le livre, il doit se souvenir. » Et est-ce qu'il y a cette capacité de rédemption personnelle ? Parce que là, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est qu'on voit bien que c'est effectivement une très belle histoire d'amour. Et on comprend d'ailleurs, et dire, je trouve que la solution que vous proposez est extrêmement habile, puisque il y a cette vision boursouflée, à la fois, donc je le disais tout à l'heure, Jérôme Bosch plus San Antonio, dans une ville apocalyptique où des gens en claquettes, victimes d'une épidémie grotesque, sont en train de se soumettre à des robots encore plus grotesques qu'eux, et puis on descend d'un étage, et donc là on se contente d'être dans quelque chose d'un peu flippant, où on a l'impression que une corporation mondiale est en train de vouloir nous voler nos âmes, et enfin on comprend que non, on est dans un monde normal et un peu tristoun, où les ingénieurs des GAFA sont en train de nous mitonner un monde absolument génial à partir de données personnelles. Et il y a l'explication en fait de la manière dont sont nés vraisemblablement les 2 premiers chapitres. Autrement dit, l'héroïne est en train de nous expliquer qu'en tant qu'ingénieure informatique, elle a la capacité à créer des simulacres. Et donc on se dit ah bah tiens, et donc ça je trouve ça extrêmement habile dans la construction. Alors pardonnez-moi, tous ceux qui nous écoutent, vous devez acheter le bouquin et devez le lire, mais c'est un vrai plaisir intellectuel en fait de se rendre compte qu'il y a cette intelligence dans le scénario, si j'ose dire. Vous savez, un peu comme dans ces films où dans le premier tiers, on plante des choses et qui ne deviendront extrêmement cruciales ou extrêmement drôles que dans le dernier tiers du film. Et effectivement, il faut d'abord que le scénariste ait d'abord écrit son histoire et puis ensuite songer aux graines dont il aurait besoin et ensuite les implante intelligemment sans que ce soit visible. Et donc ça, c'est parfaitement réussi. Il y a donc dans ce passage-là l'idée d'une rédemption possible. Est-ce que véritablement on peut s'éveiller soi-même, et est-ce que à la faveur du Covid, des oiseaux qui chantaient, de votre cour ensoleillé dans ce printemps 2020, vous avez eu l'impression que vous pouviez vous arracher à ce monde de simulacre que la société nous avait proposé ? Oui, ça s'appelle une conversion, tout simplement. Je pense que la conversion, c'est aussi le thème de ce roman, puisque à travers le niveau de réalité, on passe aussi d'un monde, je dirais, furieusement gnostique à un monde complètement chrétien. On peut revenir un peu à Philippe Cadic qui, vous l'avez dit, a posé la question du réel. Cette question du réel a été posée bien avant lui, et notamment au 2e siècle après Jésus-Christ, par les gnostiques, qui était donc cette hérésie post-chrétienne qui est apparue un peu partout dans le monde méditerranéen, mais en particulier en Orient, un peu aussi à Rome. Après, ça remontait un peu jusqu'en France pour donner lieu au Qatar, puis en Europe de l'Est pour donner lieu aux Vaudois, bref. Cette hérésie gnostique, c'est en gros, pour résumer très vite, estimer que le monde matériel, que l'espace-temps, que le monde produit par Dieu était en fait un faux monde, un simulacre. Ce à quoi adhérait complètement Philippe Cadic. Et par conséquent, ils estimaient que ce simulacre était produit par un Dieu mauvais. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre le chrétien et le gnostique, c'est que pour le gnostique, Dieu est mauvais. D'ailleurs, il l'appelle le démiurge, ou il l'appelle Yaldabaoth, qui en hébreu veut dire le manipulateur. Et donc, en fait, je dirais que ce christianisme corrompu, pour moi, c'est un peu une sorte d'adolescence de l'âme. Et je pense que Dick est passé par là également. Et je pense que beaucoup de chrétiens passent par là aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est toujours plus facile d'imaginer que le monde est corrompu, que le monde est un simulacre, parce que ça permet finalement de ne pas être nous-mêmes forcément le meilleur possible.
Et dit qu'à la fin de sa vie, il a dit une chose très belle dans cette fameuse conférence de Metz, qui était le seul moment d'ailleurs où il s'est déplacé en fait, de sa vie en dehors des USA. Donc il est allé à Metz. Et là, en fait, il a déclaré devant un parterre de fans français médusés, en plus c'était les années 70, donc vous imaginez des espèces de types en pâte def, etc., complètement athées. Donc il leur a révélé qu'il s'était converti au christianisme. Et dans la foulée, il leur a dit une phrase qui est magnifique. Je vais très mal la dire parce qu'il a beaucoup mieux dit que ça, mais il a dit « Le monde dans lequel on est forcément le meilleur, puisque c'est celui qui est. » Voilà. Admirable. Et ça, pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça la conversion, c'est de passer en gros à une croyance gnostique, donc le monde est corrompu, même s'il y a Dieu, le monde est corrompu, à la vraie foi chrétienne qui est le monde dans lequel on est le meilleur possible, puisque Dieu l'a créé pour nous et qu'il est là maintenant. Voilà, ce qu'on appelle la présence réelle, en fait, ici et maintenant. Alors, il y a un autre dieu mauvais et il y a un autre démiurge, c'est le prèse, si j'ose dire. Donc, le prèse, donc, qui est le président, donc, dans l'un de ces mondes simulacres, le prèse s'était même fendu d'une allocution où il demandait aux Français de conserver leur calme face à une recrudescence de pillage, d'émeutes de la faim et d'agressions au couteau de cuisine dans certaines enclaves hors de contrôle, oubliées par la République. Plâtré par une couche de fond de teint qui le faisait ressembler à une immense et luxueuse carotte parlante, le prèse avait appelé à l'effort de guerre et demandé aux services sociaux, à la justice et aux ministères concernés de concevoir un vaste plan d'aide afin de contenir cette grogne généralisée qui enflait dans les territoires, dans les régions, jusqu'à la moindre parcelle de lotissement ou de résidence pavillonnière. Je le cite à ce moment-là quand vous parlez du Dieu mauvais, parce qu'il y a cette idée d'un narratif et d'une manière proprement démiurgique de nier la réalité, de la façonner et d'expliquer que ce qu'on a vécu, on ne l'a pas vécu, ce qu'on a entendu, on ne l'a pas entendu, ce qu'on voudrait, on ne le désire pas vraiment, et ce dont on ne veut pas, c'est juste qu'on le désire sans le savoir. Et il y a véritablement, dans la caste qui nous dirige, et peut-être dans celui qui en est le parangon, cette idée véritablement d'une volonté démiurgique de transformer la réalité, de nous faire basculer ailleurs. Et là, même si ce n'est pas le roman de science-fiction le plus politique, il y a cet arrière-plan politique de dire que, oui, effectivement, les structures du pouvoir participent en fait du simulacre. Bien sûr, complètement. Après, je pense que l'exemple le plus frappant et le plus connu, c'est le wokisme. Bon, on a beaucoup parlé, j'imagine, sur cette chaîne, mais voilà. En gros, un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, le ciel n'est pas bleu. Voilà, en gros, c'est revenir aux sources même du réel pour le nier. En fait, voilà, c'est vraiment ça. Finalement, l'idéologie démocratique a abouti à être une sorte de négation totale de la vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les simulacres que vous mettez en scène, on a l'impression que vous renvoyez un miroir à peine déformant à ces discours wokistes où vous montrez la réalité telle qu'elle est sans doute vécue, c'est-à-dire pas du tout un épanouissement de la personne à travers les écrans, pas du tout le lait et le miel de la tendresse humaine coulant à flot à travers la bienveillance, mais au contraire des oppositions, des endroits abandonnés de Dieu et des hommes, dans lesquels vivent des personnes qui n'ont plus de nom. Alors, on sent que votre roman a un léger retard parce qu'il y a un Ilya qui est un Ukrainien et donc vous l'appelez le Ruskov à un moment donné. Donc vous avez péché, Marc, je tiens à le dire à la face de la terre. Ce roman a été écrit alors que les gens étaient encore persuadés que l'Ukraine appartenait à un ensemble historique dont la Russie faisait partie. Je ne suis pas en train de prendre position sur le conflit russo-ukrainien et je tiens à dire que Poutine a tort. Je l'ai déjà déclaré sur cette chaîne, je le redirai. Voilà. Et il y a dans ce roman l'idée véritablement qu'on est en train d'assister à une espèce de grand dévoilement amusé et caricatural de ce qu'est notre réalité. C'est-à-dire, plus dans les premières pages, donc qui sont à mon sens hystériques et caricaturales, évidemment, sont celles qui sont d'une certaine manière les plus réalistes. Oui, en fait, je pense que la SF, encore une fois, ici, sert de loupe, en fait, ça sert de moyen de parodier un peu, finalement, le réel et le présent pour en montrer tous les travers, toutes les grossièretés. Et donc, je pense que la SF, effectivement, ici, a ce rôle expérimental qui est vraiment, tout comme d'ailleurs ce qu'on peut appeler le complotisme. Le complotisme, actuellement, bon, il est décrié, mais qu'est-ce que c'est sinon quelque part une figure de style? Le complotisme, finalement, devrait être résumé à ça, un moyen de grossir les traits, de grossir les traits, de caricaturer pour mieux voir le mal, en fait. Bon, c'est peut-être maintenant, quoi. Voilà, c'est une
comment dire, c'est une phrase totalement philosophique. On va réécouter un peu de musique et donc la deuxième pause. Et on va écouter Current 93, qui est un groupe de rock un peu occulte anglais et qui a notamment dans ce morceau dénoncé la nature maléfique des grandes villes, notamment de Londres. Voilà. Twisted wings and clouds unfold. The great gate, he who fell, makes darkened shadows over pointed spires. Little children point and sing, little children run and dance. Over there the setting sun, over there the setting sun. Lucifer, over London. Lucifer, over London. And under that, the silent stars, under they, the weeping sky, under her, the laughing world, balance sits in western part, and piles spare spares in his gabled room. Lucifer, over London. Lucifer, over London. Great anarch and monarch of naught, the flight of Lucifer. Over London, my little grandson, wrinkled sun forehead, all tiny blue pain, the mother blood emerges, then the mother grief, and the blue gates of death. Open arm wide, open teeth wide. Lucifer, over London. Lucifer, over London. All dead like the leaves, old times shiver. Old dead calendar, past blurred sunsets, cinders flying in his heart, his fingers punch holes in the sky. All the little Christ's eye count. Lucifer. Alors, un auditeur nous dit, et j'ai fait lire à Marc Obregon, nous n'étions pas totalement certains de savoir s'il n'y avait pas une légère pointe d'ironie, mais on va considérer que c'est du compliment au premier degré. Un grand merci à Marc Obregon, le plus grand écrivain de tous les temps modernes, peut-être juste après Céline, Léon Bois, Charles Maurras et Philippe Ménard, rédacteur en chef de Politique Magazine. Un grand merci à Philippe Ménard, rédacteur en chef de Politique Magazine, pour accueillir Marc Obregon, le plus grand écrivain des temps modernes. Et voilà, on n'était pas absolument certains, Marc et moi, que vous n'étiez pas néanmoins peut-être en train de nous avoir installés dans un simulacre, un monde un peu réduit où il n'y aurait que lui et moi et de vulgaires épigones comme Blois et Maurras. Mais merci, on le prend, tous les compliments sont bons à prendre. Un autre auditeur de Radio Courtoisie nous dit pourquoi n'évoquez-vous pas Van Vogt avec le monde des A et des non-A, c'est quand même à mentionner. Alors, c'est vrai que c'était pas une émission sur toute la littérature de la bande dessinée, mais est-ce que Van Vogt fait partie de vos auteurs favoris? Est-ce que le monde des A et des non-A a fait partie de vos inspirations? Alors, et rappelez-nous qui est Vogt. Van Vogt, c'est un écrivain de l'âge d'argent de la SF, peut-être pas l'âge d'or, plutôt l'âge d'argent, donc un peu après, je dirais années 60. Et Le Monde des Noah, c'est une trilogie qui est célèbre parce qu'elle est très, je dirais, elle est assez métaphysique en fait. C'est vraiment, il y a un côté assez prométhéen dans mon souvenir. J'ai lu très jeune, donc ça a évidemment été une inspiration. Mais il faudrait que je le relise pour vraiment pouvoir vous en parler davantage. Là, j'avoue, ça fait vraiment partie de mes lectures de jeunesse, Le Monde des Noah. D'accord. Mais Van Vogt, oui, c'est un pilier de la SF américaine dans tous les cas. Et alors, un autre auditeur de Radio Courtoisie nous dit, mais il faut que vous parliez de Hérault, PJ Hérault, H-E, accent aigu, R-A-U-L-T, qui est l'auteur de Mille Crabes, une uchronie napoléonienne en 3 tomes suivant une famille héritière d'un tonnelier de la Grande Armée de 1812 qui donna dans les... qui donne dans les années 30 le président du Sénat napoléonien basé à Kiev, c'est assez drôle, qui doit faire avec ses neveux et ses fils face à une guerre mondiale face au monde asiatique. Donc, intéressant, mais non, je ne connais pas P.J. malheureusement, seulement de nom, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Ouais. Voilà, donc P.J. Hérault,
Il faudra qu'on se renseigne là-dessus. Si jamais Gerson nous écoute, nous allons lancer notre spécialiste sur cette piste de science-fiction. Revenons à votre roman, donc, puisque je suis en train de recevoir Marc Obregon pour L'Orbe, paru aux éditions du Verbe Haut. Et justement, les éditions du Verbe Haut ont ils ont édité Bainville, donc ils éditent Obregon et Bainville, qui est aussi un très bon auteur. Voilà, juste à côté de moi, vous auriez dû le citer, cher auditeur. C'est quoi ces éditions comment est-ce qu'elles travaillent? D'où viennent-elles En fait, c'est Sylvain Durin qui est à la base de cette maison d'édition, qui est liée en fait à sa librairie qui s'appelle Les Deux Cités, qui est située à Nancy. Et en fait, à la base, ils sont plutôt dans les essais, dans les rééditions d'essais ou d'essais originaux. Et en l'occurrence, j'avais rencontré Sylvain en dédicaçant mon essai à moi, mon pamphlet, si je puis dire, dans sa librairie il y a quelques temps. Et un peu par hasard, je vais donner mon manuscrit de mon roman, en imaginant peut-être qu'il aimerait le lire. Et finalement, ça a marché. Il a voulu l'éditer presque immédiatement. En fait. Alors, vous parlez de pamphlets, et il y a quand même, donc, à côté des descriptions hilarantes, à côté de la poésie purement langagière, à côté de cette jolie histoire d'amour dont j'ai un peu de mal à parler, parce que en fait, elle est vraiment jolie, mais on la comprend peu à peu, et là, pour le coup, on comprend au fur et à mesure que les pages avancent qu'il y a une très belle histoire d'amour, même si au début, on a l'impression qu'on est parti dans quelque chose qui est plutôt une espèce de dystopie urbaine où des gens sont peu à peu soumis de plus en plus à une intelligence artificielle particulièrement calculatrice. Mais il y a cette dimension pamphlétaire. Alors là, l'une des descriptions les plus ignobles, donc c'est celle où il rentre dans un laboratoire pharmaceutique avec des essais d'animaux. Donc là, je suis en train de la relire assez vite et c'est vraiment moche. Donc voilà, je conseille aux gens de ne pas lire la page 83, mais sinon, je leur conseille de lire par exemple la page 88. Le gouvernement vient de céder une partie de ses parts dans Pharmacom, devine à qui? Laisse-moi deviner, l'Orbe, donc qui est une espèce de méga Google. L'orgue s'est rué dessus. Banco, l'Orbe détient désormais 88% de Pharmacom. Avec Steiner Sandor, il détient le monopole sur la recherche en IA pharmaceutique. Le futur promet d'être intéressant. Et là, c'était des éléments de l'actualité que vous instilliez au fur et à mesure? Complètement. J'ai quasiment écrit ce roman en temps réel, puisqu'en même temps, j'en savais toutes les infos qui étaient liées au Covid et à la sidération du Covid apparaissaient en même temps pour nourrir l'Orbe en temps réel, quoi. Donc c'était assez stimulant. Et donc cette Orbe intervient dans tous les aspects de notre vie et notamment le travail. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était vous parliez tout à l'heure des travailleurs du clic. Pour décrocher ce job, Tristan n'a pas eu grand-chose à faire. Un micro-travail nécessite seulement une micro-implication de la part de ses sociétaires. Pas d'entretien, pas de contact oculaire, seulement une poignée de main numérique et le voilà enchaîné au Léviathan pour une durée douloureusement indéterminée. Il se doutait bien qu'il faisait probablement autre chose que ce pourquoi on l'avait embauché, que ces questions fastidieuses et que ces questionnaires pour débiles légers cachaient un projet occulte qui n'était que la partie visible et désœuvrée d'un vaste programme de suggestion totale ou pas. Voilà. Et donc là, c'est véritablement le sentiment que vous avez par rapport à tous ces bullshit jobs Complètement. Bien sûr, vous savez, c'est tous ces boulots maintenant nomades où vous voyez des types qui sont chez eux ou à Ibiza derrière un PC, qui font on ne sait pas trop quoi, qui vont inventer leur business qui est toujours lié à une GAFAM, bien sûr. Mais voilà, ils inventent des micro-business qui font vivoter quelques mois avant de passer à autre chose. Et c'est voilà. Et donc personne ne sait ce qu'ils font, sûrement pas eux-mêmes, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ils nourrissent la machine, ils l'alimentent constamment. Avec du vide. Donc le vide nourrit le vide constamment. C'est ça, pour moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et alors, donc ce vide qui nourrit le vide, de temps en temps, il a quand même besoin d'être surveillé. Et donc, bien sûr, donc d'un côté, il y a toutes ces lois qui enjoignent aux gens d'être terrés chez eux, calfeutrés. Et donc, on se retrouve avec, évidemment, des drones qui surveillent la rue. Là, j'étais tombé il y a quelques mois sur un article fascinant qui parlait justement d'un de ces robots, alors qui ne vole pas, lui, qui se contente de rouler, et qui est capable... donc, il roule à 5 km
24 heures dans les villes asiatiques. Il y a un prototype pour le moment, mais il existe véritablement. Il est doté de plusieurs caméras. Il est capable de repérer tous les comportements qui ne sont pas citoyens. Et là, pour le moment, il est en phase d'apprentissage. Et plutôt, l'apprentissage, c'est la population qui est en phase d'apprentissage. C'est-à-dire, au lieu que le robot leur colle une décharge de taser ou les films en train de faire pipi contre un mur et diffusent immédiatement sur leur compte de réseau social, parce que donc les robots sont capables de faire ça aujourd'hui, l'image infamante. Là, pour le moment, ils se contentent d'apostropher le citoyen en disant de sa voix métallique: oh là, citoyen, arrête de compisser le mur, ou arrête de nourrir les oiseaux, enfin, arrête de faire ce qui n'est pas légal que tu fasses. Et là, donc, notre héros rencontre un comment ça s'appelle, un drone qui est un drone assez aimable. Ça fait toujours, il y a toujours cette veine d'humour qui vraiment affleure le sol et qui parfois jaillit très, très tranquillement. Voilà, on est capable de tâter le métal à pleine main sans avoir besoin d'aller creuser. Et le drone, en fait, a envie de tailler une bavette. Il s'est bien rendu compte que Tristan était un peu à côté de la plaque, et il a l'impression que c'est pas très grave. Surtout, il a perdu sa patrouille de drone, et donc il essaye de faire en sorte que Tristan veuille bien le remettre sur la bonne voie. Et donc, il est un peu comme c'est un flic bonhomme. Le drone eut un sursaut, une sorte de hoquet, et il perdit subitement quelques centimètres d'altitude au prix d'un mouvement giratoire assez comique qui lui donnait des airs d'ivrognerie. Ces petits plaisantins m'ont bien eu, regardez, ils ont réussi à pulvériser de la peinture sur mon gyroscope avec une de ces bombes aérosols qu'on trouve pour rien dans les surplus de Carenton. Résultat, je vais mettre un temps fou à regagner ma ruche, c'est bien ma veine. La machine oscilla légèrement sur sa droite pour lui présenter un capot bosselé et couvert de peinture rouge. Tristan hésita et sortit de sa poche un mouchoir de flanelle dont il se servait habituellement pour nettoyer les lentilles de ses caméras et qu'il conservait par habitude dans sa poche revolver. Vous permettez ? Le drone eut un léger mouvement de recul, méfiant. Il était plutôt habitué à ce qu'on lui lance des cailloux ou des excréments quand ce n'était pas des cailloux dans des excréments. Tristan approcha sa main libre de la machine palpitante, ses doigts furent légèrement repoussés par le champ magnétique. Lorsqu'il eut posé sa paume sur le capot ronronnant, une sensation étrange de chaleur remonta dans son bras, le long de picotements localisés. De sa main droite, il essuya vigoureusement la peinture. Bientôt, l'acier brossé fut parfaitement nettoyé et les roulements à billes du gyroscope se réenclenchèrent dans un cliquetis de satisfaction. Et donc là, on a cette machine, voilà, qui a l'air de ces robots tels qu'on en voit dans Star Wars, là, qui font bip boop avec d'un ton plaintif ou joyeux. Mais ça fait aussi évidemment référence à Fahrenheit 451 et au robot qui, lui, en revanche, n'est pas du tout gentil, qui ne se laisse pas du tout apprivoiser et qui, au contraire, passe sa vie à sauter sur les contrevenants en leur collant des injections létales. Et là, vous dites oui, bravo, c'est excellent. Vous avez... Non ? En fait, disons que je pense que j'ai voulu lier effectivement la robotique à l'humour dans ce roman, parce qu'en fait, pour moi, je pense que finalement, les robots ont beaucoup d'humanité. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, parce qu'en fait, ils apprennent à être humains, peut-être. Et du coup, cette phase d'apprentissage peut leur donner peut-être une sorte d'humanité, une sorte d'innocence qu'on n'a pas. En tout cas, en tant qu'écrivain de SF, c'est ce que je me plais à penser. Alors, un auditeur dit « La Russie est agressée à ses frontières depuis de nombreuses années. Si l'Amérique avait à sa frontière un ennemi, etc. » Réfléchissez, s'il vous plaît. Alors, ça tombe bien, je réfléchis. D'ailleurs, hier, à l'antenne de Radio Courtoisie, de 19h30 à 21h, j'ai reçu... un spécialiste de géopolitique qui conseille Julien Aubert et qui nous a expliqué que la Russie était l'agresseur même si les Américains avaient tort. J'ai reçu un autre spécialiste de la géopolitique arménien qui nous a expliqué que évidemment la Russie était un agresseur, même si c'est dommage pour les Arméniens puisque maintenant qu'on a laissé tomber, maintenant que la Russie est focalisée sur l'Ukraine, du coup la Turquie et les Azéris sont en train d'attaquer à coups redoublés les Arméniens. Et j'ai reçu des agriculteurs français qui nous ont expliqué que bien sûr la Russie était l'agresseur, mais que c'était pas pour autant que ça arrangeait les cours des matières premières. Donc rassurez-vous, je réfléchis. Voilà, donc, n'hésitez pas, et la prochaine fois, au lieu de m'écrire que je dois réfléchir, écoutez ce que j'ai dit la veille, ou le lendemain, ou le jour d'après, voilà, parce que justement je réfléchis. Alors, un autre auditeur nous dit « Il faut aller dans la troisième réalité pour savoir si c'est du premier degré ou du second degré. » Petit signe, je souris. Signé un fidèle auditeur qui ne rate aucun des libres journaux, pas plus qu'il ne rate aucune des proses de Marc Obregon, que ce soit dans l'Incorrect, l'Inquotidien ou sur Roman. Voilà, donc vous avez un admirateur qui souhaite rester anonyme, mais donc voilà, tant pis pour vous, vous ne saurez pas qui c'est.
dans ce roman, donc, qui est assez court, hein, puisque il est expédié en 200 pages, enfin 203 pages, et ça se termine très bien. Je tiens à rassurer les âmes romantiques qui ont l'impression que, après leur avoir dit de ne pas lire la page 83 et leur avoir parlé d'un discours d'un faux Macron, que peut-être en fait ce n'est pas absolument génial. Si, c'est un vrai roman d'amour. Il y a des choses gentilles comme tout. On est quand même ému, et notamment il y a dans la dernière partie quelque chose qui est moins de l'ordre de l'amour fou, qui est plus le deuxième chapitre, où là, il y a des descriptions ravissantes de Tristan qui, dans ce chapitre-là, est malade, et de Violette qui, dans ce chapitre-là, le contemple. Et on sent tout l'amour qu'elle a pour lui, immobile et incapable de répondre à cet amour. Et dans le troisième chapitre, donc, qui est le plus réaliste, Tristan est en fait comme tout le monde, c'est-à-dire il est embringué dans deux histoires en même temps. Comme tout le monde dans les romans contemporains, je ne voudrais pas, ma chérie, si tu m'écoutes, voilà. Et comme tout le monde dans les romans contemporains, il est embringué dans plusieurs histoires, et il y a une petite radioscopie du couple qui est assez amusant, avec la manière dont aujourd'hui l'amour se passe entre gens urbains, raisonnablement riches, et avec des notations psychologiques qui m'ont vraiment beaucoup plu. Les jours qui suivirent furent mornes et pluvieux. Tristan échangea quelques messages instantanés avec Éléonore. Il était question de récupérer ses affaires. C'était tout le labeur des ruptures, cette reconquête de la propriété, cette injonction à remettre un peu d'individu dans les objets du passé. Il fallait toujours faire attention à ne pas réclamer un cadeau qu'on avait fait et concéder à celui qui conservait le logement la jouissance du matériel de première nécessité, c'est-à-dire l'ensemble du meuble et du nécessaire de cuisine. Et là, il y a cette troisième partie, c'est véritablement une espèce d'analyse de ce qu'est aujourd'hui un couple contemporain. C'est-à-dire, on a l'impression que justement, il n'y a pas d'amour fou, il y a plutôt une espèce d'évaluation rationnelle de la compatibilité. C'est ça, c'est beaucoup de tractation en fait. C'est beaucoup d'ajustements, c'est beaucoup de petites opérations du quotidien qui finalement, mises bout à bout, donnent une histoire d'amour, mais après tout, voilà, c'est vrai que le monde maintenant se contente de ça, vraisemblablement, et justement, vu que ce troisième monde, cette troisième partie, s'approche plus de notre réalité à nous, voilà, il y avait cette envie de montrer un monde qui soit juste factuel quelque part, quoi. Vraiment un monde dépouillé de toutes ces affaîtries romanesques, romantiques ou dystopiques. Alors, il y a une dimension magique là aussi. Ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que tout bon roman de science-fiction en fait n'essaye pas de réinventer quelque chose. Il pioche et il puise dans un fond commun. Et donc là, vous avez pioché et plongé votre louche dans la dystopie, dans la caricature, dans l'intelligence artificielle qui prend le contrôle. Et il y a une petite incursion assez ironique du côté des super-héros et des super-pouvoirs, avec des super-pouvoirs qui sont un peu crétins, et donc c'est assez amusant. Donc il y a un virus, et il y a une espèce de secte de gens plus ou moins illuminés, menés par un littérateur grassouillet qui est passionné d'ésotérisme, et Sitchin, Cartel est son nom, Sitchin est l'un d'entre eux. Non, c'est bien Sitchin. Donc, il explique à Tristan que le virus, car ils ont tous chopé ce virus, a réveillé chez eux quelque chose. Tout porte à croire que le virus, en réactivant certains acides aminés endormis, a modifié une partie de notre tissu cérébral à un niveau moléculaire. Alors, il y a toujours une espèce de jargon scientifique dont vous vous moquez, et notamment, on a toujours l'impression de lire des dialogues de Star Trek. On vous explique que le globoloïde à influorescence va permettre de passer dans la 18e dimension, mais uniquement en 4 parsecs. Et donc le type nous sort une espèce de discours pseudo-médical et pseudo-scientifique qui est parfait. Donc, à modifier une partie de notre tissu cérébral à un niveau moléculaire. Tout porte à croire que ce virus a rendu certains d'entre nous hypercognitifs. Ça s'est traduit très différemment selon les cas. La paracousie est un symptôme que nous avons tous ressenti, mais nous avons chacun développé ensuite nos petites particularités. Le club vaudois réunit une belle brochette de cas singuliers. Ilia, ici présent, a subitement compris le fonctionnement de toutes les machines qu'il voit, une sorte de polymathie technologique. Katayoun
peut ressentir toute présence animale à des kilomètres à la ronde. Nous l'avons d'ailleurs mise à rude épreuve en ouvrant une succursale du club dédiée à la recherche des animaux domestiques disparus. Charles Champeau a développé une hypersensibilité, probablement due à une mutation localisée du tronc cérébral, qui lui permet de radiographer mentalement à peu près n'importe quoi. Il doit se faire violence pour ne pas voir les organes internes. Et enfin, Lénore voit dans le futur. Alors là, on se dit « Waouh !» Tristan déglutit. Il se tourna vers la jeune fille affulée de cuir et de pendeloques argentés. « Tu sais ce qui va nous arriver ?» Domal le coupa. Seulement 2 minutes en avance dans le temps, malheureusement. Mais ça peut se révéler très utile. Et donc, d'où vous est venue cette idée de gens qui ont des pouvoirs un peu aberrants et surtout qui ont l'air de super-héros, comme j'ai l'air d'une sardine à l'huile? Oui, je me suis amusé à imaginer cette espèce de X-Men au pouvoir crétin, en fait. C'était vraiment une envie ludique. Enfin, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, c'était à l'époque vraiment donc au début du Covid, où on imaginait beaucoup de choses sur le Covid, notamment qui pouvaient effectivement, il y avait vraiment des rumeurs qui disaient que chez tel ou tel individu, il avait révélé telle ou telle chose. Et donc, naturellement, j'ai imaginé qu'il pouvait pourquoi pas révéler des pouvoirs psychiques, mais idiots. Voilà. Donc c'était pur exercice ludique et romanesque. Et vous les mettez en scène, c'est-à-dire la bande de pieds nickelés part réellement à la recherche d'animaux disparus. C'est ça, jusqu'à la fameuse page 83. Voilà, et donc, de sinistre mémoire. Vous ne saurez rien. Voilà, je vous conseille de lire ce roman de la page 1 à la page 82 et de la page 84 à la page 203 et même 205 en fait. Et peut-être une dernière pause musicale avant le dernier round avec le 3e morceau qui est... tout simplement Nico, c'est Harry's Song, une chanson qu'elle a composée pour son fils Harry, et qui est magnifique, composée par John Cale du Velvet Underground. send you where you want to be. Now you find those faces are not holding places where you thought they'd be. And later as you go again, you will agree. Donc, magnifique chanson de Dany, de Nico, pardon, voilà, avec sur une mélodie de John Cale. John Cale, ouais. Voilà. Le Velvet Underground et John Cale, c'est pas aussi les Bad Seeds, c'est quoi par rapport au Velvet Underground? Alors c'est une bonne question. Vous me posez une colle. Les Bad Seeds. Parce que j'avais l'impression que je suis peut-être en train de confondre. Alors, il y a John Cale et John Cage. Peut-être que. Je confonds peut-être. Voilà, c'est ça. C'est comme Douglas Trumbull et George Lucas et tous les autres. Voilà, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je vieillis. L'auditeur qui m'avait reproché de ce que je disais sur la Russie a eu la gentillesse de continuer à écouter l'émission alors que je l'avais réprimandé vertement. Et il a envoyé un mot. Voilà. Donc vous avez raison. Enfin, vous avez raison. En tout cas, ça ne sert à rien de s'énerver. Donc
pardonnez-moi d'avoir réagi un peu vivement. Et j'espère que nous pourrons reprendre de toute façon cette discussion avec Jérôme Maty et avec d'autres sur la manière dont évolue la situation. Il y a, et vous le citiez tout au début de cet entretien, donc une veine surréaliste importante pour vous. Il y a un regret que les surréalistes n'aient pas travaillé plus le genre de la science-fiction et n'aient pas décidé d'investir cet énorme champ littéraire qui offre en fait toutes les libertés possibles. Alors, si on a envie, on peut réinventer la manière dont l'espace et le temps fonctionnent, ce qui est quand même, pour un surréaliste, quelque chose qu'il est bien dommage de laisser aux ingénieurs qui nous expliquent comment fonctionne une intelligence artificielle à l'intérieur du métavers. Mais il y a ce jeu sur le langage qui est véritablement... et on l'a vu à travers les litanies rigolotes que je citais, quelque chose qui est prégnant. Et on a vu aussi que vous ne rechignez pas aux mots rares et même aux usages rares de mots rares. Et il y a 2 ou 3 phrases qui, moi, m'ont absolument surprise et j'avais l'impression, effectivement, d'être dans un film de Buñuel. Et notamment, page 97, les lèvres de la jeune fille palpitaient comme des cadavres de phoques terriers posés sur les étals d'un pavillon de chasse. Où est-ce que vous êtes allé chercher qu'on palpite comme un cadavre qu'on palpite comme un cadavre de phoque terrier? Effectivement, des images qui s'entrechoquent. Effectivement, il y a un petit côté buñuelien, un petit côté chien andalou. Oui, c'est ça. Là, j'étais vraiment dans le chien andalou. Et il y a une autre phrase qui, elle, a un parfum dickien, mais en même temps, on a l'impression d'être là vraiment dans le domaine du rêve. Une mère dit à son fils: quelqu'un a oublié ton nom quelque part. Et donc, il vit ça à la fois comme un présage, comme une malédiction, comme un avertissement. Oui, vous savez, c'est ce moment dans votre vie où vous avez l'impression subitement qu'un nuage passe sur votre vie entière, qu'il y a une ombre qui se pose sur quelque part. Et c'est une phrase que j'ai toujours eue en moi. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Ça se trouve, on me l'a dite quand j'étais petit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette phrase, oui... a toujours résonné en moi de façon très intime. Alors, moi, en la lisant, j'ai essayé de me rappeler immédiatement le nom de tous mes amis, et évidemment, je n'avais plus que leur visage, et parfois des visages de copains que j'avais complètement laissé tomber depuis le jardin d'enfants, la 8e, la 7e. Quand j'étais petit, on ne disait pas CM1, CM2, et j'étais terrorisé. Je faisais partie de ceux qui ont oublié les noms, et là, j'avais l'impression que je faisais partie de la cohorte des damnés, que j'avais passé mon purgatoire à essayer de me rappeler le nom des gens. Parce qu'effectivement, on peut estimer que l'importance d'un être humain est aussi due à la pensée qu'on lui porte, et donc à la somme des pensées, des souvenirs qu'on a de lui. Donc si quelqu'un oublie votre nom quelque part, vous perdez peut-être un peu de votre humanité. C'est très possible. L'un des thèmes du livre, ou plutôt l'un des thèmes, l'un des motifs, c'est le motif de la guerre. Donc il y a une guerre contre le virus, mais il y a surtout dans ce Paris, dans ce 14e arrondissement bizarre, sauf dans le chapitre 3 où on est rassuré, en fait toute cette fantasmagorie se résume finalement à l'avenue de l'Observatoire, qui est un endroit assez aimable. Il y a des gens rescapés du Donbass, il y a des gens rescapés de Syrie, il y a ce journaliste qui est allé en Syrie. Pourquoi le Donbass, la Syrie? C'était les dernières guerres dont on parlait encore pendant qu'on était entre deux Covid. Oui, et il y a aussi l'idée, faut vous rappeler que quand la crise du Covid est arrivée, il faut vous rappeler que Macron a quand même dit nous sommes en guerre de façon très funèbre, de façon très très martiale. Donc en guerre face à quoi? Face à un virus. Donc c'était évidemment grotesque, mais néanmoins. Pour revenir à cette histoire du Covid, ça nous a quand même révélé qu'effectivement l'Occident est en guerre depuis très longtemps en fait. L'Occident est en guerre contre lui-même déjà, à travers ses colonies, à travers le tiers-monde, ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Donc l'Occident est effectivement en guerre, et la pandémie n'a fait que remettre à jour cette guerre secrète qu'il mène contre lui-même en fait, voire contre le peuple. Voilà. Alors, un auditeur nous dit en fait, Bad Seed, c'est Nick Cave. Nick Cave, voilà. Oui, j'ai pensé après. Ni John Cage, c'est Nick Cave. Si jamais il y a Into My Arms, oh Lord,
Non, voilà. Donc la technique n'a pas Into My Arms. C'est dommage. C'est une chanson absolument ravissante. Voilà. Je ne crois pas à un Dieu qui intervient, mais si jamais il existe, faites en sorte que ma femme revienne dans mes bras. C'était ça. C'est vous quand vous lisez Philippe Cadic, vous êtes ému aux larmes. Et là, je veux dire cette chanson de Nick Cave, qui est donc où un mari se lamente sur la perte de sa femme et explique. Que elle croyait et que lui ne croit pas, mais qu'il supplie ce Dieu auquel il est incapable de croire qu'il veuille bien lui rendre sa femme, c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est en anglais, on est désolé, on vous a fait écouter beaucoup de choses anglaises ce soir, mais en même temps, c'est pas non plus comme si cette culture anglo-saxonne était forcément à mépriser. Et quoique sur Radio Courtoisie, nous pouvons aussi de temps en temps faire des efforts pour dire jeune pousse au lieu de start-up et malgré tout écouter de l'anglais. Et il y a, je crois que je vous l'ai appris, un très intéressant téléfilm de Fassbinder qui s'appelle Sur le fil, si je ne m'abuse, et qui est sorti dans les années 70-73, là aussi, si je ne m'abuse. Donc, un gros téléfilm en 2 parties, ça fait 205 minutes, et qui raconte comment des gens créent un monde artificiel et que ce monde artificiel lui-même en arrive, puisqu'on lui a donné un grand degré d'autonomie, arrive à créer un monde artificiel. Il y a cette idée de la machine qui rêve et même dans son rêve qui rêve, etc. Et est-ce que c'est l'un des thèmes les plus fascinants de la science-fiction, de se dire qu'on est capable d'aller à l'infini en fait dans la manière dont la réalité nous échappe? Oui, je pense, mais l'infini sûrement, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même toujours une structure tripartite je dirais du cosmos, qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle mon roman a 3 parties, c'est que, on va dire, dans la notion de cause première, si Dieu est l'absolu, si Dieu remplit le monde de toute éternité, et si un jour il s'est contemplé pour créer le monde, puisque finalement la création du monde vient de la contemplation de Dieu par lui-même, il y a donc forcément un tiers inclus finalement. Et donc c'est là, j'ai voulu aussi retrouver cette notion tripartite qui a été maintes fois expliquée par les théologiens de toutes sortes, mais qui me semblait importante à rappeler qu'il y a quand même cette architecture tripartite du monde avant toute chose, et qu'effectivement après, dans les failles de ces 3 parties, se niche une infinité de mondes malgré tout. Excellente conclusion. Merci 1000 fois Marc Obregon. Vous êtes l'auteur de L'Orbe aux éditions du Verbe-Haut. Très bon roman de science-fiction. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps à nous expliquer. Et à très bientôt, chers auditeurs. Vous venez d'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Philippe Ménard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 15 mars 2022 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.